E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Au micro, Mamoudi Brakan, à la technique Aliou Diassé, Sélé Diallo à la caméra pour la chaîne YouTube de votre radio E-Radio, la radio qui se voit véritablement. Youssouf Diallo, bonjour. Bonjour Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes magistrat. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous avez été nommé il n'y a pas longtemps procureur de la République à Mbour, ancien substitut général près la Cour d'appel de Dakar. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage qui vient de paraître, Le procureur de la République, la pratique du parquet. Vous êtes de la catégorie de magistrat hors hiérarchie depuis avril 2017. Vous avez été procureur de la République près les tribunaux de grande instance de Diourbel et de Ziguinchor, sans oublier votre fonction de procureur général adjoint au parquet général près les chambres africaines extraordinaires. Ces chambres qui ont siégé à Dakar et qui ont jugé et condamné l'ancien président tchadien Hissène Habré à la peine de prison à perpétuité. Youssoufa Diallo, que faut-il comprendre de la motivation de votre ouvrage? Peut-on penser à une réponse à la critique portée régulièrement contre la justice par une frange de la population, de l'opinion, et au centre de laquelle critique, le procureur de la République est considéré comme étant celui par qui l'exécutif tiendrait le pouvoir judiciaire? Expliquez-nous le pourquoi de votre ouvrage. C'est une question intéressante. Parce qu'effectivement, étant un magistrat du parquet, un magistrat d'abord tout court, on est un peu happé par le travail quotidien. C'est vrai. Mais moi, dès le début de ma carrière, j'ai senti la nécessité de travailler sur le parquet, son fonctionnement. Et en le faisant, c'est vrai, au fil des années, je me suis rendu compte qu'effectivement, finalement, le procureur de la République et le ministère public de manière générale se trouvent effectivement au centre, parfois, de critiques. Et cela m'a motivé davantage, parce que je me suis dit, attendez, il faut quand même quelqu'un de l'intérieur qui puisse faire un travail très pratique pour faire comprendre à tout le monde ce que fait le procureur, ce que font les magistrats du ministère public, pour essayer de voir s'il y a lieu, de l'autre côté, de mesurer un peu leurs critiques. Cela a été facile? Vous avez eu facilement la marge de manœuvre pour écrire? Ça n'a pas été du tout facile, pour dire la vérité. Parce que c'est un travail pratique. Il faut rassembler le maximum d'éléments pertinents. Et cela, je l'ai fait au gré des régions ou des juridictions que j'ai eu à fréquenter, pour rassembler tous ces éléments pertinents et finalement faire ce travail que j'ai fait à mon souffle jusqu'à ce que ça soit véritablement un ouvrage sur le procureur de la République et la pratique du parquet en général. J'avoue que ça n'a pas été facile, mais ça a été un travail très exaltant. Un procureur très critiqué, considéré comme l'alpha et l'oméga. Vous répondez quoi à cette critique, à ce procès qui est fait au procureur de la République? Non, le procureur de la République, j'ai dit quelque part, même dans l'ouvrage, surtout en conclusion, le procureur de la République n'est pas Hercule. Ce n'est pas l'alpha ou l'oméga de la justice. Mais c'est un magistrat qui a des attributions précises et qui, s'il les respecte, véritablement, les gens comprendraient facilement ce que le procureur peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Parce que les citoyens lambda, parfois, peuvent exagérer en estimant que toute décision qui a été prise en justice l'a été sous la plume du procureur de la République, alors que parfois, ce n'est pas le cas. C'est vrai que c'est une autorité judiciaire qui a beaucoup d'attributions, beaucoup de pouvoirs, mais ces pouvoirs et attributions doivent être bien compris et cantonnés pour que l'on sache exactement ce que fait ce magistrat au quotidien. Beaucoup de pouvoir, d'où la question de Alassane Bathily sur la page Facebook de l'émission. Le parquet n'est-il pas un prolongement de l'exécutif dans le judiciaire? Je ne le dirais pas comme ça. Parce qu'autrement, on violerait même la Constitution du Sénégal, qui dit que le pouvoir judiciaire est indépendant.
Et dans ce pouvoir judiciaire, il y a le ministère public. C'est vrai qu'il est régi par des règles spécifiques, c'est-à-dire le lien de subordination, le pouvoir hiérarchique. Mais en réalité, on ne peut pas tirer comme ça cette conclusion en disant que le ministère public ou le procureur est le prolongement de l'exécutif dans le judiciaire. C'est ce que certains disent souvent. Oui, ce serait une conclusion très hâtive. Que le pouvoir judiciaire est inféodé au pouvoir exécutif. Non, ça je ne peux pas le dire. Et vous, vous le dites la main levée en disant je le jure. Je suis magistrat, j'ai juré d'exécuter, de remplir ma mission en toute indépendance. Et véritablement, tout en respectant... Jurez-le comme je fais. Je ne jure jamais, mais tout en le respectant... Oui. Tout en respectant ce cadre, il y a des règles spécifiques. Ça, je l'ai bien précisé dans l'ouvrage. Il y a des règles spécifiques. Et que le magistrat du parquet, qui veut être indépendant, il peut bien l'être, tout en respectant les règles spécifiques qui régissent le fonctionnement du ministère public. L'indépendance n'est pas étrangère aux liens de subordination qui, disons, articulent les attributions du ministère public. Il faut que les gens le comprennent. Un procureur qui veut être indépendant peut bien l'être dans le cadre, dans le respect strict des règles qui régissent le fonctionnement du ministère public. Très bien. Ça, je le répète, ce n'est pas, disons, un représentant de l'exécutif au niveau du judiciaire. Non, rien de tout cela. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Jaloux de son pouvoir. Il fait partie de la magistrature. C'est vrai, il a des attributions spécifiques, mais on ne peut et on ne doit pas du tout, on n'a pas le droit de le dire, que le procureur de la République est le représentant du garde des Sceaux ou le représentant de quelque autorité politique que ce soit au niveau de la justice. Sur ces questions d'indépendance de la justice ou plus précisément de la magistrature, nous reviendrons plus tard. Dès l'entame de votre ouvrage préfacé, soit dit en passant par le magistrat Cheikh Tidiane Coulibaly, procureur général près la Cour suprême du Sénégal, vous écrivez, et j'ouvre les guillemets, « Le citoyen ordinaire pense généralement que la distribution de la justice dans tous les domaines se concentre exclusivement entre les mains du procureur de la République, maître des poursuites. Et plus loin, vous citant toujours, l'évocation de son titre suscite la crainte ou le respect. Je ferme les guillemets. Qui est le procureur de la République? Qui n'est-il pas? Le procureur de la République, pour être clair, et cela, je m'adosse au Code de procédure pénale sénégalais, c'est le magistrat qui exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Autrement dit, il est une partie au procès, une partie qui a des pouvoirs au procès. Et parlant de partie, ça coule de source. Le procureur de la République n'est pas le juge de l'affaire. Ce n'est pas le juge de l'affaire. Il est une partie au procès. Il exerce l'action publique, requiert de l'application de la loi. C'est vrai, donc on dise qu'il a un pouvoir prépondérant par rapport aux autres parties. Ça, c'est organisé par les textes. Mais véritablement, c'est une partie au procès, mais une partie avec des pouvoirs, bien sûr, importants. Bien sûr, perçu par le public pour ses décisions dans la privation de la liberté. Oui, ces décisions dans la privation de la liberté et dès l'enquête. Par exemple, un procureur peut demander aux officiers de police judiciaire, c'est vrai, ce sont eux qui décident de la garde à vue, d'interpeller telle personne, de la placer en garde à vue, ainsi de suite. Dans ce cadre bien précis, dès l'enquête, on se rend compte de véritablement l'importance des pouvoirs du procureur de la République. On vient au niveau du tribunal et en matière de flagrant délit, le procureur de la République peut placer sous mandat de dépôt si la personne encourt une peine d'emprisonnement, bien sûr. Et on parle de mandat de dépôt systématique. Si vous permettez d'ailleurs, nous allons écouter avec la complicité de Biran Cissé un auditeur qui vous interpelle sur les mandats de dépôt systématiques. Bonjour, je me nomme M. Adam Akan. Dans sa vision de politique pénale, M. Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, dit qu'il ne veut plus de mandat de dépôt systématique. Or, si nous analysons de près l'article 139 du Code de procédure pénale, cette disposition compromet contre cette vision, dans la mesure où
le juge d'instruction n'a aucune liberté d'appréciation sur les mandats de dépôt dûment motivés par les procureurs. Ma question donc est la suivante. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'abroger cet article-là pour en finir définitivement avec les mandats de dépôt systématiques? Est-ce que vous partagez d'abord son analyse un peu de la problématique des mandats de dépôt systématiques? Mandat de dépôt systématique, véritablement, ça n'engage ceux qui le disent systématique. Systématique, ça veut dire véritablement quelque chose d'organisé, on ne réfléchit même pas, c'est systématique, tout le monde qui vient au niveau du parquet est placé sous mandat de dépôt. Si c'est le cas, ce serait très grave. Le mandat de dépôt, c'est vrai, au niveau du parquet en matière de flagrance, la loi permet au procureur de la République de placer en détention une personne. Mais dans ce cadre, bien sûr, le procureur doit manier véritablement ce pouvoir avec beaucoup de discernement. Et je crois qu'il le faut. Ah oui? Véritablement, je crois. Et pourquoi ces mandats de dépôt gênent autant, au point même que le ministre de la Justice a eu à se prononcer sur la question? C'est une privation de liberté, qui est un droit de première génération depuis 1789. Un droit à la liberté est un droit de première génération. Deux, si on revoit un peu le fonctionnement de la justice, les mandats de dépôt, ça entraîne la surpopulation carcérale. L'engorgement des prisons. Vous voyez ce que ça fait. Oui, avec toutes les conditions déplorables qui s'y passent. Les conditions déplorables, véritablement, qui un peu ne respectent pas ou bien violent les conditions standards de détention en matière internationale. Sans oublier les longues détentions. Ainsi de suite. Donc, véritablement, à ce niveau-là, c'est vrai, caractère systématique, on ne doit pas l'analyser comme ça, mais on devrait appeler à ce que ce pouvoir de détention ou de placement sous mandat de dépôt en matière de flagrant délit par le procureur de la République soit manié avec beaucoup de discernement. Cet auditeur vous demande d'aller plus loin, en réformant même la loi, en révisant. En révisant, disons... Vous êtes d'accord? Moi, sur ce plan, dans le livre, je l'ai dit quelque part en disant que ce pouvoir du procureur de la République qui est critiqué, qui certainement pourrait, disons, interpeller tout le monde et susciter des réformes, doit être repensé. Et dans ce cadre bien précis, je disais qu'il faut essayer de voir dans quelle mesure on pourrait aller jusqu'à, disons, les gens pensent même au juge des libertés. C'est-à-dire, si on défère une personne, ce n'est pas au procureur de la République qui place directement sous mandat de dépôt, mais il requiert le placement sous mandat de dépôt, mais à un juge des libertés qui va se prononcer. C'est une question. Mais en attendant qu'on franchisse ce pas qui relève un peu, non pas de la justice, mais du législateur sénégalais et de la politique globale de l'État du Sénégal, en attendant cela, si on s'adosse à une politique pénale responsable, je pense qu'on pourrait s'acheminer vers le désengagement des juridictions, en tout cas pour ce qui concerne les placements sous mandat de dépôt ordonnés par le parquet en matière de flagrant délit. J'ai entendu tout à l'heure votre auditeur qui parlait de 139, qui est une disposition qui appartient à l'instruction, c'est-à-dire c'est un ensemble de dispositions 139 et suivants qui permettent qui font obligation aux juges en matière de détournement de deniers publics, d'atteinte à la sûreté de l'État, des infractions très graves. Si le procureur de la République requiert le mandat de dépôt, le juge est lié. Ça interpelle. Donc on dit que, bon, véritablement, c'est une prépondérance du ministère public par rapport aux juges d'instruction et que ces dispositions qui figurent dans le Code de procédure pénale sénégalais violeraient un peu le principe de la séparation des fonctions entre la poursuite et l'instruction et faire obligation au juge d'instruction de placer sur les réquisitions ou de se conformer aux réquisitions du ministère public violerait un peu ce principe de la séparation des fonctions. Bon, vous pensez que cette disposition peut être atténuée? Cette disposition, elle existe. On peut penser à l'atténuer, c'est vrai, pour un peu respecter, disons, la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction.
Ce sont des dispositions qui ont duré dans le Code de procédure pénale sénégalais, qui sont là, qui existent et véritablement qui sont maniées au niveau de la justice. C'est sous l'intérêt vraiment de ces réflexions. Le magistrat Youssoupha Diallo, procureur de la République à Mbour, est l'invité du jury du dimanche d'e-radio. Il est l'auteur du livre « Le procureur de la République » que nous avons sous les yeux, la pratique du parquet, préfacé par Cheikh Tidiane Koulibaly, procureur général près la Cour suprême du Sénégal. Certainement, vous voulez faire un clin d'œil. Oui, un clin d'œil à ce haut magistrat. Au PG. À ce haut magistrat. Oui. Vraiment très respecté dans la magistrature, qui a accepté de préfacer ses travaux de son jeune collègue. Et j'avoue que ça m'a fait chaud au cœur, vraiment beaucoup d'honneur qu'il ait accepté de me préfacer ses travaux. Et quand vous lisez la préface de l'éminent collègue Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly, procureur général après la Cour suprême du Sénégal, vous sentez un peu qu'il m'a balisé le terrain. Avec une plume assez libre. Oui, une plume assez libre. Il m'a balisé le terrain a posteriori pour m'indiquer, jeune collègue, c'est ça le ministère public. C'est ça le fonctionnement de la justice. Et j'ai bien apprécié cette préface. Et il dit d'ailleurs, en effet, le procureur de la République, chef du parquet, peut poursuivre, même si son supérieur hiérarchique s'y oppose. Il peut aussi refuser de poursuivre en dépit de l'ordre donné par son supérieur hiérarchique. Et à l'audience, à l'exception des réquisitions ou instructions écrites versées à la procédure qui obligent le représentant du ministère public, il y a l'adage, si la plume est serve, la parole est libre. Il vous ouvre la voie. Il m'a ouvert complètement la voie. Et le procureur peut refuser. Le procureur peut refuser. De poursuivre ou de ne pas poursuivre. De ne pas poursuivre. Malgré des instructions venant de la hiérarchie. Mais bien sûr. Et cela se passe couramment. Pour vivre mon cas, je peux poursuivre sans, disons, je ne peux pas parler au nom des autres collègues. Mais quand le procureur reçoit des instructions de ne pas poursuivre, ce qui n'est pas prévu par le code d'ailleurs, des instructions de ne pas poursuivre, le garde des Sceaux peut dénoncer au procureur général des infractions, mais le code de procédure pénale n'a pas dit que le garde des Sceaux peut demander au procureur de ne pas poursuivre. Ce n'est pas prévu. Peut-être dans le cadre du fonctionnement hiérarchique du parquet, cela pourrait arriver. Mais dans tous les cas, si un procureur reçoit des instructions de ne pas poursuivre, il peut passer outre. Et les poursuites qu'il aura engagées restent tout à fait valables. Est-ce que vous voyez ? Dans le cadre, par exemple, des réquisitions orales, on l'a dit tout à l'heure, la plume est serve, mais la parole est libre. Il est libre de requérir n'importe quelle peine. La peine, s'il reste dans la légalité, bien sûr. La peine qui lui semble conforme aux faits devant la justice, devant le tribunal. Et à ne pas se conformer à sa hiérarchie, ainsi de suite. Je vais donner un cas concret lié à l'actualité. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire des 94 milliards. Le leader d'un parti politique, Ousmane Sonko, qui est candidat à l'élection présidentielle à venir. On attend ce soir la confirmation par le Conseil constitutionnel de cette liste. En tout cas, la publication définitive dit qu'il a déposé une plainte auprès du procureur de la République. D'autres voix disent que le procureur doit même s'autosaisir sur cette affaire. Qu'est-ce que le procureur de la République pourrait faire aujourd'hui sur ce cas précis? D'abord, je préfère être plus avec réservé. Toute la réserve requise. Tout réservé. Oui. Je ne suis pas saisi personnellement de ce dossier. Je ne sais pas de quoi ça retourne. Et dans ce cadre bien précis, pour rester un peu dans les généralités, je dirais que le procureur a un pouvoir d'autosaisine. Il peut être informé par tout moyen. Il a un pouvoir d'autosaisine. Maintenant, dans le cadre de l'exercice de l'action, s'il décide d'ouvrir une enquête ou de ne pas ouvrir une enquête, là, véritablement, je ne sais pas ce qui se trouve dans le secret. Il est le maître de l'opportunité des poursuites. Il est le maître de l'opportunité des poursuites, mais n'étant pas été saisi personnellement de ce dossier, je ne sais pas. Véritablement, je ne peux pas aller en conjecture comme ça pour me prononcer. Mais je dirais globalement que le procureur de la République, informé par tout moyen, n'importe quel citoyen, par tout moyen, n'importe quel citoyen aussi, est libre d'exercer ou au moins de décider de l'ouverture d'une enquête. Il est libre, il peut le faire. Maintenant, dans le cadre du fonctionnement du parquet, les gens peuvent estimer que oui, il y a un certain nombre de goulots d'étranglement. Je ne peux pas aller très loin parce que, n'étant pas été saisi véritablement personnellement de ces questions-là. Restons dans les généralités. Est-ce qu'il peut être envisagé que toutes les personnes
qui ont été cités dans cette affaire, le directeur des impôts, Ousmane Sonko lui-même, parce qu'il a été accusé également d'un certain nombre de choses, d'avoir utilisé son cabinet à titre privé pour des intérêts politiques. Le journaliste Madiambal Diagne s'est également prononcé sur la question en disant même qu'il est prêt à être entendu. Pourrait-il être envisagé d'entendre toutes ces personnes dans le cadre d'une éventuelle enquête? Tout cela est, pour rester dans les généralités encore une fois, et je ne sais pas ce que vous dites, si c'est avéré ou non, vraiment je ne peux pas me prononcer, mais ce que je peux dire, le procureur de la République, s'il ouvre l'ouverture d'une enquête, s'il décide de l'ouverture d'une enquête, véritablement, on peut entendre tout le monde. Sauf, bien sûr, s'il y a des personnes protégées par une immunité, et ainsi de suite. Mais l'audition d'une personne dans le cadre d'une enquête, il n'y a pas de limite. Véritablement, maintenant, sur la réalité des faits, est-ce que c'est vrai ce que vous me dites comme ça ou c'est pas vrai? Je ne peux pas m'aventurer. Oui, je ne peux pas d'ailleurs attester de la véracité de ce qui se dit. De ce qui se dit. Je suis comme tout le monde de ce qui se dit. Voilà, comme vous donc, le suivez. Voilà, je suis comme ça, mais pour rester un peu dans le cadre du fonctionnement du parquet, je dis, un procureur à qui on dénonce des faits peut faire entendre toute personne dont il pense que l'audition paraît nécessaire à la bonne manifestation de la vérité. Des rapports aussi, parfois, sont déposés sur sa table. Oui. Quel sort également sur ce cas précis? Rapport de l'OFNAC ou de la CENTIF ou même de l'Inspection Générale d'État. Pour les rapports, il faut faire la différence. Oui. Vous parlez tout à l'heure de la CENTIF, la Cellule nationale de traitement des informations financières. Et dans ce cadre, il y a une loi communautaire, une loi uniforme. Ça remonte de 2004. On a évolué jusqu'à même 2018 avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La loi fait obligation au procureur de saisir un juge d'instruction. Pour ce qui concerne l'OFNAC, j'ai bien vu la loi de décembre 2012. On se limite à dire que les rapports sont transmis au procureur de la République, mais cette loi ne comporte pas une disposition qui fait obligation au procureur de saisir automatiquement le juge d'instruction. Maintenant, pour les autres rapports de l'IGE, ainsi de suite, ou même des rapports venant des ministères, parfois des rapports venant des services internes au niveau des ministères, le procureur de la République peut les considérer comme des dénonciations sur des faits pouvant être constitutifs d'infractions bien précises et décider de l'ouverture d'une enquête. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce niveau-là, véritablement, c'est vrai, parfois des critiques sont soulevées pour dire on ne veut pas d'enquête, le parquet est inerte, ainsi de suite, le parquet est inactif, ne fait rien. Ça vous gêne d'entendre ça? Moi, si je gère ces affaires, ça va me gêner. Mais bon, ça va me gêner. Mais si ce sont des affaires que tu ne gères pas directement, véritablement, on suit ça de loin comme tout le monde. À l'état actuel de l'organisation judiciaire, je vous cite, parlant justement de l'OFNAC, pour assurer des poursuites diligentes, la CENTIF et l'OFNAC ou toute autre structure chargée de lutter contre une délinquance particulière devraient être dotées de la capacité de déposer directement une plainte avec constitution de partie civile. Vous faites une recommandation. C'est une recommandation. Oui. Une recommandation partant du fonctionnement de l'Égalata, c'est-à-dire l'état actuel de la justice, en me disant, si on a une volonté forte de lutter contre une forme de délinquance, c'est-à-dire la prévarication des ressources, la corruption, ainsi de suite, le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux, on devrait, se doter de mécanismes très organisés, efficaces, pour assurer une meilleure répression. C'est à l'aune de ce mécanisme-là qu'on pourra juger de l'efficacité du système qui est mis en place. Alors, si on met un certain nombre d'institutions et résultat des courses, on se rend compte que sur le plan des poursuites, il n'y a pas, disons, des actions précises qui sont menées, ça pose problème. Je me suis dit, à ce niveau, est-ce qu'on ne pourrait pas, disons, doter ces institutions, il y a beaucoup d'institutions qui sont créées comme ça, de la possibilité véritablement de saisir la justice ab initio, proprio mutu, pour, disons, essayer de... Ce qui ne lutte pas le pouvoir du parquet. En même temps, et disons, ça pourrait être un maillage, à mon avis, très intéressant
pour assurer une meilleure répression et lutter contre l'impunité. On verra parmi les candidats à l'élection présidentielle qui porteraient peut-être ces réformes. À suivre. Youssoupha Diallo, magistrat et invité du jury du dimanche, auteur du livre Le procureur de la République, la pratique du parquet. On sent à travers votre plume, c'est vrai que c'est un ouvrage quelque part scientifique, mais le souci aussi d'expliquer, le souci de la pédagogie. Et c'est comme ça que vous parlez des fonctions dans le cadre d'un tribunal, la fonction de poursuite, la fonction d'instruction, la fonction de jugement. Quelle compréhension alors du rôle et de la place du procureur de la République? Le procureur de la République, comme je l'ai dit dès l'entame de mon propos, il joue la première fonction de poursuite. Et il doit s'arrêter à cette fonction de poursuite. C'est vrai qu'à la fin du rouleau, il assure l'exécution des peines. Il veille à l'exécution des peines. Mais disons, le procureur de la République joue la première fonction de poursuite ou d'accusation. Il n'est pas le juge qui instruit l'affaire, il n'est pas le juge qui connaît de l'affaire, au fond. Ça, il faut que ça soit bien compris. C'est pourquoi j'ai eu une approche très pédagogique pour montrer aux citoyens lambda qu'il ne faut pas qu'ils se trompent. Le procureur n'est pas celui qui va juger l'affaire, qui va prononcer par exemple telle peine d'emprisonnement. Mais le procureur, quand il monte à l'audience avec tout le respect qu'on lui doit, il est au banc du ministère public et il est chargé de requérir. Des réquisitions qui pèsent quand même. Des réquisitions qui pèsent. De requérir. Et cela dans la persuasion, parce qu'il doit convaincre. Il doit, disons, s'adosser aux éléments de preuve qu'il a entre ses mains pour, disons, essayer d'assurer l'accusation. Et lui-même, quand il se rend compte que l'accusation n'est pas forte et qu'il n'a pas assez d'éléments, il peut la lâcher. Et c'est tout le sens de ce qu'on dit. Il peut requérir à décharge, autrement dit, il peut requérir à charge ou à décharge. S'il se rend compte que telle personne n'est pas coupable, le procureur peut venir à l'audience pour requérir à décharge. Cela ne devrait pas surprendre. C'est ça le rôle du procureur de la République. De l'indépendance du parquet, justement, vous écrivez « Sa hiérarchisation et le lien de subordination organique occultent le principe de l'indépendance du parquet. Cette indépendance doit être surtout affirmée à l'égard de ses collègues juges du siège dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, des parties au procès et de toute force politique, religieuse et coutumière, en somme, envers toutes sortes de pressions, même de sa propre hiérarchie, le cas échéant. » J'ai envie de vous demander, même du ministre de la Justice, même du procureur général? Bien sûr, le procureur de la République. Non, vous savez, le fonctionnement du parquet, c'est un fonctionnement empreint d'autonomie et d'indépendance. C'est vrai qu'il y a ce qu'on pourrait appeler, ce qui sous-tend, je l'ai dit tout à l'heure, la hiérarchisation, le lien de subordination du parquet, mais dans le cadre de son pouvoir décisionnel, c'est-à-dire ouvrir une enquête, essayer de prendre des réquisitions dans tel ou tel autre sens, le procureur de la République, dans son parquet, jouit d'une autonomie et d'une indépendance qui lui permet de s'orienter dans un sens ou dans un autre. C'est pourquoi je l'ai dit dans le cadre de cet ouvrage, il peut s'affranchir de toute, il doit s'affranchir de toute forme de pression politique. Et vous dites, tout tient à la personnalité du parquetier. Voilà, tout tient à la personnalité du parquetier. Je l'ai dit, et cela est tout à fait important. Et le parquetier doit comprendre un peu les règles qui le régissent. Ce n'est pas parce qu'on est magistrat du ministère public qu'on est un peu le point avancé de l'exécutif au sein du tribunal. Loin de cela. Donc c'est pourquoi je l'ai dit. Il y a d'ailleurs, sur ce passage, j'ai eu à citer une lettre circulaire du garde des Sceaux de 1990, déjà, où le garde des Sceaux parlait aux magistrats en disant que vous devez donner l'exemple 1 et 2, vous devez, dans le cadre de votre indépendance, s'affranchir de toutes sortes de pressions politiques, religieuses, coutumières et sociales. Et c'est la circulaire du ministre de la Justice qui date déjà de 90.
28 ans aujourd'hui. 28 ans. Voyez. Oui. Donc, ce sont mais questions. ministre de la Justice dont on dit que c'est lui qui dicte au procureur ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Voilà. Il n'y a rien de plus faux. Est-ce que vous êtes tenté de le dire? Il n'y a rien de plus faux. Non, c'est de lettre circulaire. Oui. Déjà, qui disait aux magistrats, vertement, à tout le monde, soyez indépendants. C'est-à-dire, décidez-vous selon la loi et votre conscience. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, le fonctionnement du ministère public est tel que, par exemple, le procureur de la République est obligé, dans le cadre des statistiques, ainsi de suite, de rendre compte, telle affaire est là, ainsi de suite, de faire des comptes rendus, je l'ai dit dans l'ouvrage. Le fonctionnement du parc, c'est tout à fait nécessaire pour le bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il rend compte de certaines choses, ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, cela est dans le cadre de l'administration de la justice. Mais dans son pouvoir décisionnel, véritablement, il peut faire preuve d'indépendance. Monsieur le procureur Youssoupha Diallo, changeons de chapitre un peu. On essaie d'avancer. Selon le président de l'Union des magistrats du Sénégal, le chef de l'État est favorable à la mise en compétition du poste de procureur de la République et des chefs de juridiction tels que les tribunaux d'instance et de grande instance, à l'exclusion des cours d'appel de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Vous y êtes favorable aussi? Je suis très favorable. Je suis favorable parce que je suis un militant du mérite et de la concurrence, même dans l'administration. Vous savez, dans le cadre du fonctionnement de la magistrature aujourd'hui, vous voyez, on vous dit que les magistrats sont nommés sur proposition du garde des Sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, ils sont nommés par décret. Et dans ce cadre, contrairement à certains pays, disons, surtout en Europe, il n'y a pas une concurrence. C'est-à-dire, il n'y a pas ce qu'on appelle un miroir, c'est-à-dire on ouvre transparent pour dire tel poste est libre, doit être libre. On entend nommer un chef de juridiction ou un chef de parquet. Les candidats manifestent vous, appellent à candidature. On n'a pas cela. Et c'est avec plaisir que j'entends effectivement qu'il y a véritablement une ouverture à ce niveau-là. Quand le chef suprême de la magistrature y est favorable, vous êtes optimiste, vous pensez qu'on va y arriver? On va y arriver, et c'est pour le bien de la justice. Et est-ce que cela pourrait être le cas pour tous les postes à pourvoir au niveau de la chaîne judiciaire? Parce qu'ici, on a dit à l'exclusion des cours d'appel, de la Cour suprême, de la Cour des comptes. Je suis optimiste, je me dis que c'est un début. Oui. C'est un début. Vous savez, dans une conquête, c'est comme ça. Il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait pas de concurrence. Mais alors, du tout. On se lève un bon matin, on dit, il y a eu Conseil supérieur de la magistrature, tel un nommé, tel un nommé, tel un nommé. On ne sait pas, on n'entre pas dans le secret de délibération, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais dès lors qu'on dit, au moins pour certains postes, on entend désormais organiser un appel à candidature, appel à concurrence. J'applaudis des deux mains, mais en me disant que c'est un début. On peut évoluer, ça peut aller jusqu'à, disons, un certain niveau de la hiérarchie judiciaire. À ce niveau, véritablement, ce serait un bon pas. Abdoul Aziz Chilel, à quoi sert un procureur dans notre pays si c'est le président, puisqu'on parlait tout à l'heure du chef de l'État qui est favorable à un appel à compétition, si c'est le président qui décide des dossiers à enquêter? Certainement, il fait allusion au Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le chef de l'État. Et l'UMS veut même que le chef de l'État ne préside plus le CSM et que le ministre de la Justice même également quitte la table du CSM. Je ne serai pas aussi catégorique que votre auditeur quand il dit que c'est le président de la République qui décide de l'ouverture d'une enquête dans tel ou tel dossier. Je ne peux pas être aussi catégorique. Je me dis que l'ouverture d'une enquête, ça appartient à la justice. Véritablement à la justice. C'est vrai que dans le fonctionnement, le Conseil supérieur de la magistrature, vous en avez parlé tout à l'heure, le Conseil supérieur, c'est, disons, l'entité qui gère la nomination, l'avancement et qui parfois statue en matière disciplinaire concernant les magistrats. C'est vrai, il y a beaucoup de réflexions maintenant qui foisonnent, hein, j'en entends comme tout citoyen. Des collègues font des propositions, ainsi de suite. Le président dit que ce n'est pas le plus déterminant, qu'en fait sa présence n'est qu'honorifique. Non, qu'honorifique, je ne sais pas. Je n'ai jamais été membre, même élu du Conseil supérieur de la magistrature. Mais, de toute manière, je sais que c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature, le garde des Sceaux en est le vice-président. Il y a des membres de droit et des membres élus qui sont tous magistrats. Et à ce niveau-là,
je me dis véritablement que comment ça fonctionne, mais je sais que c'est le conseil qui nomme les magistrats. Maintenant, tout le reste, dans le cadre de leur travail, les magistrats peuvent faire quand même preuve d'indépendance. Ce n'est pas parce qu'on est nommé par un conseil supérieur. Déjà, l'existence d'un conseil supérieur est un peu, disons, une protection, disons, du caractère spécifique des magistrats. Dans ce cadre bien précis, dès lors qu'on est nommé, véritablement, on peut faire preuve d'indépendance et ne pas attendre, disons, la décision du président du Conseil supérieur de la magistrature pour, disons, ouvrir une enquête ou décider du sort d'un dossier précis. La présence du chef de l'État au CSM ne vous dérange pas? Bon, à ce niveau, il y a des réflexions. Moi, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, c'est ce qui existe pour le moment. Maintenant, je ne peux pas entrer dans des considérations tout à fait militantes en me disant oui, il faut que le président de la République sorte du Conseil supérieur. Non. Je sais que, et moi-même j'ai eu à faire à relever ces points-là pour dire qu'il y a des réflexions en cours pour voir dans quelle mesure on pourrait réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Et même je suis parti plus loin. Vous ne l'avez pas vu peut-être. J'ai dit que même si l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, sa composition, ces réflexions, le Conseil supérieur de la magistrature est une soupape de sécurité. Mais dans le cadre du fonctionnement quotidien du magistrat, l'indépendance sera mesurée à l'aune des décisions qui seront prises. Autrement dit, même réformés, les magistrats sénégalais, ce qui serait une soupape de sécurité et un pas, disons, important, les magistrats sénégalais devront faire face à toute forme de pression. Ouais. Politique. Pas seulement religieuse. Politique d'ailleurs, vous dites religieuse, coutumière. Vous êtes quand même allé au-delà du discours coutumière. Ambiant. Oui, parce que des pressions religieuses, coutumières, sociales, socio-culturelles peuvent aussi exister. Mais bien sûr, oui. Parce que les gens parlent tout le temps de politique. Mais ils ne savent pas que notre pays organise de telle sorte qu'il y a des pressions religieuses, il y a des pressions coutumières, des pressions même sociales. Vous êtes parent de tel, vous êtes allié à tel, ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, je dis que la réforme du Conseil supérieur de la magistrature sera un pas. Mais ce pas franchi, les magistrats feront toujours face à toute forme de pression et ils devront agir en toute indépendance. Khalifa Diakhaté, bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour. Je vous présente Khalifa Diakhaté, je vous présente Youssoufa Diallo. On se retrouve dans 5 minutes pour vos 10 dernières minutes face aux magistrats. Youssoufa Diallo, auteur de ce livre, le procureur de la République, la pratique du parquet. Il est l'invité du jury du dimanche sur iRadio. Ma question, l'indépendance de la justice, plus précisément de la magistrature, et c'est pour terminer sur ce chapitre, est-elle ou non une réalité au Sénégal, d'après vous? Selon moi qui suis de l'intérieur, je vous dis, sur le plan formel, c'est-à-dire des textes, en partant de la Constitution, des textes qui nous régissent, c'est une réalité, garantie, c'est vrai. Mais maintenant, dans le cadre du fonctionnement, est-ce que les magistrats sont indépendants, est-ce qu'ils ne le sont pas? J'attends qu'on me parle d'un dossier où on estime que les magistrats n'ont pas fait preuve d'indépendance pour me prononcer. Et dans ce cadre bien précis, je me dis, l'organisation formelle, il y a l'indépendance qui est garantie. Le fonctionnement, j'attends de voir quand même des exemples bien précis où on mettrait en doute l'indépendance de cette frange de la justice sénégalaise. Question d'actualité alors, le Conseil constitutionnel va publier sa liste aujourd'hui, liste des candidats à l'élection présidentielle du 24 février ce soir. Est-il fondé à tenir compte des extraits de casier judiciaire de messieurs Karim Wade et Khalifa Sall dans l'appréciation de la recevabilité de ces candidatures, et peut-il faire fi du rabat d'arrêt qui suspend ou suspendrait la décision de la Cour suprême? Mon cher Mamadou. Question naïve, hein? C'est une question naïve, une question pas naïve, je ne dirais pas, je n'irai pas jusque-là, mais c'est une question d'actualité. Ce sont des dossiers en cours, gérés par d'éminents collègues. Vous parlez du Conseil constitutionnel qui chapeaute dans une certaine mesure le système judiciaire sénégalais. Et comme c'est une affaire, ce sont des affaires en cours, véritablement, vous me permettrez d'être très réservé pour ne pas me prononcer sur ces questions, parce que c'est des questions de droit véritablement très intéressantes, certes, mais
véritablement, je ne peux pas me prononcer parce que c'est en cours quand même, c'est des dossiers qui sont là en cours, gérés par d'éminents collègues, d'éminents magistrats. Véritablement, je ne peux pas me prononcer. Comprenez-vous le fait que le PG près la Cour d'appel et le PG près la Cour suprême, qui a préfacé votre livre, et communiqué les bulletins numéro 1 je ne vais pas évoluer dans ma réponse. Au Conseil constitutionnel. Je ne vais pas évoluer dans ma réponse. Je le disais tout à l'heure, véritablement, il ne m'appartient pas de me prononcer sur cela. Ce sont des dossiers qui sont en cours, gérés. Jusqu'à présent, vous me dites que bientôt la liste définitive sera... Oui, ce soir, voilà, dimanche, à 23h, d'après le communiqué du Conseil constitutionnel. Voilà, donc je serai très réservé. C'est une affaire en cours, véritablement, pour me prononcer sur ces questions-là. Vous faites pour autant quand même dans votre livre une réflexion sur le casier judiciaire, une réflexion sur les bulletins numéro 1, numéro 2, numéro 3. Est-ce que vous pouvez en parler aux auditeurs qui vous écoutent? Le casier judiciaire qui est un peu la mémoire du passé pénal ou disciplinaire ou de la moralité, pour rester, pour un terme général, de la moralité des citoyens. Le casier judiciaire, je vous dis, c'est un point important de la justice. Ça retrace un peu la moralité, le passé pénal des citoyens. Et c'est, à ce titre, le casier judiciaire doit être bien tenu. Malheureusement, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, avec son format papier, et surtout qu'il est écartelé au niveau des juridictions du tribunal de grande instance du pays, il y a certes l'unicité du casier judiciaire, mais ce casier judiciaire, disons, sa fiabilité peut poser problème. Surtout sa gestion format papier. Et je me rappelle, il y a, disons, quelques années, les gens étaient en train de réfléchir sur un casier judiciaire national qui serait logé quelque part dans le pays, où seraient centralisées toutes ces données-là. Ce n'est pas encore, ça n'existe pas pour le moment. Donc, j'ai dit dans l'ouvrage qu'il faut véritablement que les gens s'acheminent. Parce que le casier judiciaire, c'est une institution qui vit. Il y a des inscriptions, il y a des modifications, il y a des radiations. Et à ce niveau-là, si on se rend compte qu'il n'y a pas de suivi, sa fiabilité risque de poser problème. C'est pourquoi j'ai beaucoup insisté sur ça. Le casier judiciaire doit être repensé. On doit réformer, essayer de voir dans quelle mesure véritablement assurer sa fiabilité. Parce que quand même, on doit sortir de là. Le format papier qui n'est pas fiable, qui n'est pas mis à jour, véritablement, ce serait très, très dommage pour le passé pénal des citoyens. Quand est-ce qu'on parle de casier judiciaire vierge et quand est-ce qu'on parle de casier judiciaire rempli, pour utiliser cette image? Je sais qu'elle n'est pas très appropriée, mais bon, dit comme ça. Casier judiciaire vierge, disons, si on ne retrouve pas dans le casier judiciaire les inscriptions, par exemple, telle personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement de tel, si on ne retrouve rien de tout cela. Est-ce qu'on doit se fier au casier judiciaire présenté par le citoyen ou mener des investigations pour voir véritablement si son casier est vierge? Quand le citoyen vient au tribunal déposer, oui, en principe, je dis bien le principe, déposer pour demander l'octroi d'un extrait du casier judiciaire, le bulletin numéro 3 notamment, demandé par les particuliers, vous et nous, qui se présentent au niveau du tribunal pour demander le bulletin numéro 3. Il appartient au greffe, sous la responsabilité du procureur de la République, de procéder aux vérifications, parce qu'il y a des registres pour remonter, disons, le passé pénal de la personne, pour voir si la personne n'a pas fait l'objet d'une condamnation et éventuellement y porter la mention au niveau du casier judiciaire avant de lui en délivrer un extrait. Donc dans ce cadre bien précis, ça devrait fonctionner comme ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des problèmes à ce niveau. La justice arbitre du jeu électoral, on est à la veille d'une élection présidentielle. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer? Le message particulier que j'ai à lancer, c'est que les magistrats sont impliqués dans le cadre du processus électoral. Dans le cadre notamment des commissions départementales de recensement des votes. Et dans ce cadre bien précis, j'en appelle véritablement à la responsabilité. Faire correctement le travail, être à équidistance des partis. Et j'ai suivi même il y a quelques jours, des collègues dans d'autres forats ont eu à faire ce genre d'appel pour, disons, en appeler à la responsabilité de tout le monde parce que quand même, étant acteur, on est obligé d'agir conformément à la loi, conformément au code électoral. Khalifa Diakhaté,
à vous la parole, le micro. Bonjour, monsieur le procureur. Je vais rebondir sur l'avant-dernière réponse. Alors, vous avez expliqué comment cela devrait-il se passer pour le bulletin numéro 3. Vous dites, voilà comment ça devrait se passer. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes. Alors, c'est des problèmes de quelle nature? Des problèmes de mise à jour. De mise à jour des casiers judiciaires. Ce qui veut dire qu'on peut aujourd'hui avoir un casier judiciaire qui ne dit pas forcément la vérité. Les citoyens peuvent passer entre les mailles des casiers judiciaires. En ayant un casier judiciaire vierge, comme on le dit, vierge entre guillemets, c'est-à-dire qui ne comporte pas d'inscription qui compromettrait leur passé pénal. Et dans ce cadre bien précis, véritablement, s'il n'y a pas de mise à jour, si le greffe ne suit pas le parquet non plus, qu'on délivre un casier judiciaire vierge, ce serait véritablement tout à fait dommage. Ils en ont conscience ou pas du tout? Oui, tout le monde en est conscient. Donc, au niveau de la justice, ils n'ont pas les moyens de le faire? Au niveau de la justice, les gens sont conscients. Il faut que le casier judiciaire soit bien tenu. Véritablement, que les gens insistent là-dessus pour qu'il y ait des mises à jour. C'est une question de moyens. De moyens au niveau du greffe. Il faut que les gens soient vraiment outillés pour que dès lors qu'on entre, par exemple, telle personne, Diakhaté ou Kane, dans le logiciel, que ça sorte. Il paraît que même de ce point de vue-là, et même les scellés parfois peuvent biaiser complètement le procès. Ça c'est arrivé, ça arrive souvent. Oui, les scellés, j'ai consacré une partie très intéressante, que moi j'estime très intéressante. Oui. Les scellés au niveau de la justice. Un autre problème. C'est fondamental, les scellés. Les scellés, c'est-à-dire les pièces en conviction et les scellés. Très bien. Véritablement, parfois c'est des objets qui sont là gardés, qui se dépérissent. Parfois volés. Parfois vous volez, je dis pas volés, qui disparaissent. Oui. On peut aller en session d'assises à l'époque ou maintenant en chambre criminelle et voir le tribunal à la recherche d'une pièce à conviction, d'un coupe-coupe ou d'un couteau, ou d'un torchon. Donc à ce niveau-là, il faut que les pièces à conviction soient bien scellées, soient bien gardées, qu'il y ait des services spécialisés pour cela. Et d'ailleurs, je prends l'exemple, il y a beaucoup d'États qui ont évolué à ce niveau-là pour, disons, créer des institutions chargées de gérer les scellés de la justice pour essayer de les valoriser même. Alors, est-ce que quand je dis qu'au Sénégal, on s'attarde trop et on est trop omnibulé par la question de l'indépendance, entre guillemets, et on occulte les vraies questions, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, l'ouvrage passe en revue ces questions-là. Oui. Les scellés, on saisit un véhicule de luxe. Parce que bon, il y a eu fraude, ainsi de suite. Et le véhicule de luxe est là, gardé, en attendant que la procédure suive son cours, jusqu'à ce que ce véhicule dépérisse. Vous pensez que c'est tout à fait normal? Alors que dans d'autres États, les gens ont exploré. Est-ce qu'on ne peut pas vendre ce véhicule, garder le prix? Vous me faites penser à un véhicule. Vous me faites penser au véhicule de Ismaël Mbaye, pour ne pas le nommer, ancien garde du corps du Maître Wade. Non. Monsieur Scellé, on en a plus entendu parler. Oui, même les portables, les portables qui dépérissent même 6 mois après. Il y a en France, par exemple, il y a la grâce. Les gens vendent et ils gardent le prix pour attendre la fin de la procédure. Comme ça, à la fin de la procédure, on vous restitue le prix. On peut même estimer, vraiment, c'est une manière. Alors, je pense qu'il faudrait exhumer quelques dossiers, quelques questions essentielles là-dessus, parce que parfois, on suit trop l'actualité et on laisse passer beaucoup de choses importantes. Alors, je vais maintenant me consacrer à mon protocole que j'ai préparé. Alors, un magistrat qui rend le tablier pour X raisons, est-il délivré de son serment de base? Quelles sont les limites? Rentable, il a démissionné, non? Il démissionne? Non, comme il a démissionné, il n'est plus dans les rangs. Oui. Il est hors cadre, donc il n'est plus magistrat en tant que tel. Donc à ce niveau-là, vraiment, il a démissionné de la magistrature. Il peut même divulguer ce qu'on pourrait appeler des secrets professionnels, confidentiels? Non, il ne peut pas divulguer des secrets, bien sûr. Quelle est la limite? La limite, c'est, disons, comment il a eu, lui, dans le cadre de ses fonctions, à juger tel dossier, comment il a eu à délibérer. Quand il était membre d'une chambre bien déterminée, comment ils ont délibéré, là, il ne peut pas. Il est quand même tenu à un certain nombre de réserves, de secrets, qu'il ne peut pas divulguer. Maintenant, il est libre sur le plan scientifique, véritablement, de donner son point de vue sur certaines questions. Mais véritablement, divulguer les secrets de délibération
et ce qui a été fait de tel dossier, véritablement, je ne pense pas que le magistrat, même démissionnaire, pourrait le faire. Très bien. Alors, le ministère public, toujours incriminé en cas de mise sous mandat de dépôt des politiciens, surtout de l'opposition. Ne devrait-on pas aller vers des mises en examen pour taire ce genre de soupçons, comme dans certains pays, au lieu de les mettre en prison systématiquement, pour ne pas revenir sur le terme? Oui, je le disais dès le début. Mais pour le placement sous mandat de dépôt, tant qu'on est en matière de flagrant délit, le procureur peut le faire. Mais si on dépasse le cas de flagrant délit, le procureur fait des réquisitions adressées au juge d'instruction. Et il appartient au juge d'instruction, sauf si la loi lui fait obligation, de se décider. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas tout remettre sur le dos du procureur de la République. Il faut quand même essayer de disséquer les pouvoirs des uns et des autres, faire le départ pour voir que le procureur de la République, jusqu'où il peut aller. Il peut prendre des réquisitions, mais maintenant, si le juge d'instruction place au mandat de dépôt, c'est vrai, si c'est conforme aux réquisitions du parquet, il l'aura fait, mais véritablement, ce n'est pas une mesure véritablement qui relève du ministère. La question de Khalifa, oui, c'est que dans un pays où l'inculpation est assimilée à la culpabilité, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers une évolution et surtout souvent politisée. Oui, on peut évoluer. Oui, c'est sémantique. Hein? Oui. L'inculpation, mise en examen, c'est tout à fait sémantique. C'est vrai, dans d'autres pays, on a évolué, on a dit mise en examen. Il appartient au juge de le faire. C'est vrai, on peut changer le terme, mais comme il y a eu une évolution. Espérons que ça va aller jusque-là. Très bien. Alors, tout procureur, vous le dites, qui souhaite être indépendant, peut l'être. Et d'autres vous diront, mais c'est au péril de sa carrière s'il est ambitieux. Au péril de sa carrière. C'est vrai. Parce qu'il n'est pas élu, il est nommé. Oui, il est nommé. Il n'est pas élu, il est nommé. Mais sa nomination, il relève du... le procureur de la République, sa nomination, il y a un avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et dans ce cadre bien précis, je me dis peut-être que le Conseil, quand même, soit un peu le centre un peu de protection des uns et des autres pour se décider. D'où la mise en compétition aussi. Oui, d'où la mise en compétition des postes. Oui. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas se dire que le procureur, pour, disons, sauvegarder sa carrière, doit carrément, excusez du peu, courber l'échine. Non. C'est vrai qu'il y a des réalités, mais j'estime qu'à ce niveau-là, il y a quand même un mécanisme de protection qui pourrait être mis en œuvre pour les protéger davantage. Dernière question, l'autosaisine. On en parle surtout actuellement. Le procureur devrait s'autosaisir sur telle ou telle question. Alors, considérant que le procureur a un niveau d'information que nous n'avons pas et qui peut justement savoir qu'il y a une opportunité de poursuite, est-ce qu'il n'est pas du coup obligé à chaque fois qu'on lui demande de s'autosaisir, de sortir de sa réserve pour éclairer et dire au cas échéant si effectivement il y a une opportunité de poursuite, au lieu de semer, parce que son silence peut semer le trouble, peut semer la confusion. Là, c'est un problème de gestion et de communication. Et je me réjouis que depuis quelque temps, d'ailleurs, on a réformé le code de procédure pénale pour donner ce pouvoir au procureur de la République de communiquer. Si véritablement il sent la nécessité de communiquer, il peut le faire. Donc à ce niveau-là, c'est vrai. Le citoyen, moi, je l'ai mis au centre de cet ouvrage pour dire qu'il faut éviter que le citoyen ait une perception négative de la justice et qu'on est obligé parfois de communiquer. La contrainte par corps, vous en parlez à la page 423. Sur qui peut ou doit être appliquée la contrainte par corps? La contrainte par corps, pour aller très vite, s'applique aux débiteurs pénaux, aux débiteurs pénaux, décision de justice définitive, et disons qui sont soit défaillants ou récalcitrants. Oui, et quelqu'un, par exemple, à qui il a été infligé une amende, qui doit payer à l'État et qui ne paye pas. Oui, des dommages intéressés. La grâce peut-elle effacer la contrainte par corps? La grâce, non. La grâce, ça fait, disons, suspend l'exécution, mais la grâce ne fait pas quand même disparaître la contrainte par corps. C'est la fin du jury du dimanche avec le magistrat Youssoufa Diallo. Merci. On n'a pas à nous justifier. Nous vous avons invité, vous l'avez accepté, mais on espère que ce serait le début de quelque chose, que des magistrats puissent se prononcer sur des questions d'actualité dans la limite de leur statut, une grosse frustration. De leur statut et de leur pouvoir. En tout cas, merci Youssoufa Diallo. Vous êtes magistrat, procureur de la République à Mbour. Vous avez écrit cet ouvrage, Le procureur de la République, la pratique du parquet, préface de Cheikh Tidiane Koulibaly, procureur général près la Cour suprême du Sénégal. Mahmoud Ibrakan Khalifa Diakhaté était au micro
Birane Cissé à la technique, Sélé Diallo à la caméra. Vous aurez à regarder cette émission sur notre chaîne YouTube. Dans un instant, c'est Antoine Diouf pour le journal de midi. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs.